contrôle s'est déroulé en 3 étapes avant de procéder à la prise de photos destinée à être apposée sur la licence. La première étape consistait à vérifier les documents administratifs de chaque joueur. Ensuite, les joueurs ont passé un entretien oral portant sur leur date de naissance. Chaque joueur appelé devait ainsi annoncer sa date de naissance. Certains joueurs ont donné une date différente de celle inscrite dans leur dossier lors de cet entretien oral, ce qui a conduit à leur exclusion de l'équipe. La dernière étape était la visite médicale réalisée par un médecin avant de passer à la prise de photos. Par ailleurs, le responsable de Viva a félicité les équipes qui ont respecté toutes les consignes. L'équipe EFMA, championne de l'édition 2025, se dit prête à défendre son titre pour cette année. De son côté, Soccer Academy Mamas, qui participe pour la première fois à la compétition, affirme être prête à donner le meilleur d'elle-même dans ce tournoi. Le tirage au sort pour la répartition des équipes par groupe de cette 4e édition du Viva Football U17 se tiendra vendredi prochain. L'année 1959 fut l'une des plus difficiles pour les habitants d'Antananarivo et de toute la région Est. De nombreux endroits de ces régions ont été frappés par de graves inondations provoquées par 2 cyclones successifs, survenus à la mi-mars et au début du mois d'avril. Plus de 200 personnes ont perdu la vie, tandis que 83 200 habitants se sont retrouvés sans abri. C'est dans ce contexte qu'est né le village de Suamiampit, aujourd'hui devenu un Fuktan. Ce terrain appartient à l'église catholique et 27 maisons y ont été construites au départ pour accueillir les sinistrés provenant de plusieurs Fuktan de la capitale, après l'autorisation accordée par le pape Jean XXIII. C'est également ici que se trouve la source intarissable d'Ankararan. À l'époque, cette source constituait la principale ressource en eau des habitants qui buvaient l'eau en utilisant des feuilles de taro comme récipient. Le lieu possède aussi un caractère sacré et certains tabous devaient être respectés. Par exemple, ceux qui ont consommé du porc ne peuvent pas y entrer, explique le chef Fuktan Rakut Malala Patrice. Certaines personnes viennent même ici demander des bénédictions. Dans ces moments-là, l'endroit devient un lieu de prière. Nombreux sont ceux qui viennent puiser de l'eau, surtout lorsque l'eau de la Jirama est coupée. 67 ans plus tard, 43 maisons sont désormais construites dans cette localité et plus de 2000 habitants y vivent. Le Fuktan Suamiampit se situe dans la commune d'Anjanauch. Les institutions concernées disposent de 15 jours pour proposer leurs représentants afin de reconstituer le bureau permanent de la CENI, actuellement confronté à de vacances de poste. Il s'agit notamment des représentants de l'ordre des journalistes, des magistrats, des avocats, de la HCC, de la société civile, ainsi que du président de la République. Les 6 noms issus de ces différentes entités seront directement transmis au président qui prendra ensuite un décret de nomination pour désigner les nouveaux membres du bureau permanent de la CENI. En attendant la finalisation de cette passation de pouvoir, les 8 membres démissionnaires du bureau permanent continueront d'assurer l'expédition des affaires courantes de l'institution, selon les explications du président de la CENI aujourd'hui. Ainsi, Manatsu Thierry Rakutnariv, président de la Commission électorale nationale indépendante, reste pour l'instant le seul membre encore en fonction au sein du bureau permanent de la CENI. Selon les explications des membres démissionnaires, cette démission collective fait suite aux événements survenus dans le pays depuis le 25 septembre et vise à permettre aux autorités actuelles de poursuivre le développement du pays. Les employés de la commune urbaine d'Antananarivo expriment actuellement leur inquiétude concernant leur salaire du mois de mars après la décision du Conseil d'État qui a annulé l'élection du maire d'Antananarivo et a ainsi destitué Alal Ramanantsu de ses fonctions de maire. Selon les explications, il n'existe actuellement aucune personne habilitée à signer les ordres de paiement au sein de la commune.
Conformément à la loi numéro 2014-014, seul le ministre de l'Intérieur a le pouvoir de nommer une délégation spéciale chargée de gérer la ville d'Antananarivo. Cependant, dans la situation actuelle, le gouvernement est dissous. Le syndicat des employés demande donc la nomination de cette délégation spéciale pour la ville d'Antananarivo soit faite rapidement. Cette demande a été formulée lors d'une rencontre avec la presse aujourd'hui. Toutefois, les syndicalistes insistent également pour que cette nomination respecte strictement la loi. Les syndicats des employés de la commune urbaine d'Antananarivo demandent également que les personnes désignées pour diriger la commune dans le cadre de cette délégation spéciale ou PDS ne soient pas issues des forces de l'ordre. Outre le problème du paiement des salaires des employés, l'absence de dirigeants clairement désignés et légalement reconnus risque d'avoir de lourdes conséquences sur le fonctionnement de la commune urbaine d'Antananarivo, selon les explications. Il est à rappeler que la commune urbaine d'Antananarivo emploie actuellement environ 4000 personnes. La vie nationale repose actuellement sur la Constitution de la 4e République. Selon cette loi fondamentale, notamment son article 54, le groupe Irmar demeure majoritaire au sein de l'Assemblée nationale. À ce titre, il lui revient de proposer le nom du Premier ministre. En effet, a-t-il ajouté, les députés qui ont démissionné du groupe Irmar n'ont pas le droit d'intégrer un autre groupe politique. Face à la démission de certains députés qui pourraient faire que l'Irmar ne remplisse plus les conditions de majorité, il existe 3 situations prévues par la Constitution ainsi que par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour pouvoir doter de la majorité et ainsi avoir l'habilité de proposer un nom de Premier ministre. La première situation est que les groupes de partis politiques qui existent au sein de l'Assemblée nationale doivent s'allier pour former une majorité. Ainsi, il est du devoir du président de la refondation de prendre acte de la proposition de cette majorité. Pour le deuxième cas, le groupe de l'opposition peut aussi s'allier avec les indépendants et les autres groupes de partis au sein de l'Assemblée nationale pour pouvoir proposer un nom de Premier ministre au président de la refondation. Et troisième et dernier cas, si aucun groupe de partis politiques ne peut remplir ces 3 critères au sein de l'Assemblée nationale, ils doivent procéder à un vote de consensus accepté de tous et proposer un nom de Premier ministre au président de la refondation. Il convient de préciser que la notion de majorité au sein de l'Assemblée nationale désigne les députés appartenant à un groupe politique qui détient plus de la moitié des sièges. Ainsi, si l'Assemblée nationale compte 163 députés, le groupe majoritaire doit disposer d'au moins 50% de ses députés. Le maire Arlal Ramanantsoa affirme respecter pleinement les procédures légales et accepter la décision rendue par le tribunal administratif selon ses déclarations faites aujourd'hui. Cependant, elle indique ne pas avoir encore reçu la notification officielle ni le document relatif à cette décision. En attendant cette formalité, elle continue d'assurer ses fonctions quotidiennes au sein de la commune jusqu'à la passation de pouvoir. Dans le cadre de la gestion courante des affaires, elle précise qu'aucune décision majeure ne sera désormais prise, ni aucune mesure pouvant engager durablement la commune urbaine d'Antananarivo. Elle a également remercié ses collaborateurs, les conseillers municipaux et les citoyens qui l'ont élue. Selon elle, les efforts engagés ensemble au sein de la commune doivent se poursuivre, comme elle l'a déclaré lors de son échange avec les employés municipaux. Concernant les salaires des employés de la commune, elle a assuré que les fonds sont déjà disponibles et qu'il n'y a aucune inquiétude pour le paiement des salaires du mois de mars. Elle espère également que cette continuité sera assurée par les futurs responsables qui prendront la relève. La présence d'états d'ordures dans plusieurs quartiers d'Antananarivo a récemment suscité de nombreuses plaintes de la part des habitants. Selon Arlal Ramanantsoa, cette situation relève d'un concours de circonstances et n'a aucun lien avec l'arrêt de ses fonctions en tant que maire, comme elle l'a souligné aujourd'hui. Il s'agit d'un problème déjà existant auparavant, notamment le non-paiement de par la Jirama de la redevance sur les eaux usées d'un montant de 750 millions d'ariars, ce qui contribue à paralyser la gestion de la commune. S'ajoutent également des difficultés dans le transfert des fonds destinés au fonctionnement, a-t-elle expliqué. Un autre facteur qui complique la gestion des déchets est également le changement de direction au sein de la SMA, l'entreprise chargée de la collecte et du traitement des déchets.
En effet, le directeur général de la SMA vient d'être nommé chef de la région Sud-Ouest, entraînant ainsi une transition dans la gestion de l'entreprise. Selon les informations, le prix d'un baril de pétrole sur le marché international a déjà atteint les 85,53 $. Le pétrole provenant des pays arabes et d'Europe avoisine même 90 $ le baril. Un baril de pétrole équivaut à 159 litres. Le taux de change du dollar est aujourd'hui à 4153 arrières, ce qui signifie qu'un baril de pétrole coûte environ 373 770 arrières. Par ailleurs, les valeurs monétaires sur le marché international continuent de chuter en raison du conflit entre l'Iran et Israël. L'euro et le dollar américain figurent parmi les monnaies qui ont subi des perturbations. Pour ces raisons, on craint une hausse du coût de la vie à l'échelle mondiale. Selon les informations, les grandes puissances commencent déjà à s'inquiéter d'un éventuel manque d'approvisionnement en pétrole et en gaz combustible. À Madagascar, jusqu'à présent, les autorités ne se sont pas encore exprimées sur les stratégies à adopter pour faire face à une éventuelle hausse des prix du carburant. Pourtant, la capacité des responsables à anticiper et à mettre en place des politiques d'atténuation sera déterminante pour éviter l'effondrement de l'économie malagasy. Alors que la situation mondiale évolue rapidement et que les autres pays cherchent déjà des solutions face à une possible hausse du coût de la vie, Madagascar, de son côté, a dissous le gouvernement et se perd dans des querelles politiques. De nombreux investisseurs présents dans le pays attendent une politique claire de l'État pour faire face à cette crise mondiale liée au pétrole et au gaz. La population, quant à elle, risque d'être la première à subir les conséquences d'une éventuelle augmentation du coût de la vie, surtout si le pouvoir en place reste hésitant et sans stratégie claire. C'est dans de telles circonstances que l'on peut mesurer la compétence et la volonté politique des dirigeants et voir s'ils sont réellement capables de protéger leur peuple et leur pays contre un effondrement économique et social. Le prix du kilo de riz est actuellement de 1000 arrières et un pitanje Fanaparafaravoul dans la région Alochamangour. Un prix qui peut satisfaire les consommateurs mais qui provoque de lourdes pertes pour les agriculteurs locaux, selon le témoignage d'un agriculteur joint par téléphone. La production de riz à Aloch a augmenté cette année. Cette hausse s'explique notamment par les aides accordées aux agriculteurs par les anciens dirigeants, notamment à travers la distribution de semences et d'engrais. Cependant, au vu de la situation actuelle, les efforts des agriculteurs semblent vains selon les explications données. Il est indiqué que des mesures ont déjà été prises par les autorités actuelles, mais celles-ci restent encore insuffisantes, selon ce représentant des agriculteurs d'Aloch. Le chef de région par intérim d'Alochamangour a également confirmé la baisse du prix du riz dans la région. Il a expliqué que les importantes importations de riz effectuées par Madagascar font partie des causes de cette situation. Environ 40 000 tonnes de riz restent encore stockées à Alochamangour, tandis que le riz acheté par le SPM dans la région reste très faible. Dans environ un mois et demi, la prochaine récolte de riz arrivera sur le marché. La région d'Alochamangour craint donc fortement une nouvelle situation de surproduction. Le problème de l'accumulation du riz invendu des agriculteurs d'Alochamangour doit être résolu rapidement car il représente une menace importante. Il pourrait décourager les agriculteurs de continuer à cultiver alors même que l'objectif est d'augmenter la production nationale. Les agriculteurs se disent aujourd'hui totalement perdants. Alors que la nouvelle récolte approche, les anciens stocks ne sont même pas encore écoulés. C'est pour cette raison que les paysans de la région Alochamangour se sont donné rendez-vous à Voudial aujourd'hui. Ils ont manifesté en brandissant des banderoles et en amenant avec eux leurs outils de travail, notamment des charrues, des tracteurs et des motos. Les paysans se disent désespérés face à la chute du prix du riz, alors que les coûts de production ne cessent d'augmenter. Selon eux, les engrais, la main-d'œuvre et le transport sont tous devenus très chers, tandis que le travail dans les champs reste particulièrement pénible. Malgré cela, le prix actuel du riz, qui a chuté à environ 1000 arrières le kilo, ne permet même pas de récupérer les dépenses engagées pour la production. Les paysans attendent désormais des solutions et des mesures concrètes de la part de l'État. Dans l'après-midi du 7 mars, la gendarmerie nationale a reçu des informations concernant la présence de tortues dans une maison située à Zamanzar.
Les gendarmes ont alors effectué une perquisition de la maison indiquée. Lors de cette intervention, 280 tortues ont été découvertes dans ce domicile. 5 personnes ont été arrêtées, dont le propriétaire de la maison ainsi qu'une personne suspectée d'avoir transporté ces tortues. D'après les informations obtenues par la gendarmerie, ces tortues devaient être exportées illicitement. L'enquête se poursuit et les gendarmes appellent tous les citoyens à collaborer pour la protection du patrimoine naturel national. Le tarif des tuk-tuk était monté à 2000 arrière et celui des pousse-pousse bicyclettes à 1500 arrière et Tuamasin depuis près de 2 mois à la suite du passage du cyclone Gézani. Cette hausse avait suscité de nombreuses plaintes au sein de la population de Tuamasin, surtout dans le contexte actuel où les habitants subissent encore les difficultés causées par les dégâts laissés par le cyclone. Face à cette situation, le maire de la ville a engagé aujourd'hui des discussions et une rencontre avec les représentants des conducteurs de tuk-tuk et de pousse-pousse bicyclettes à Tuamasin. Le problème a ainsi été résolu puisqu'il a été décidé de ramener les tarifs à la normale. Pour les tuk-tuk thermiques, le tarif revient donc à 1500 arrière, tandis qu'il est fixé à 1000 arrière pour les tuk-tuk électriques appelés par silence, ainsi que pour les pousse-pousse bicyclettes. Le secteur privé est le principal pilier de l'économie, surtout lorsque le pays traverse une crise comme actuellement. En effet, il représente un moteur rapide de reprise, que ce soit pour la dynamisation globale de l'économie que pour la création d'emplois. Il constitue également une garantie pour la poursuite des initiatives déjà mises en place, ainsi que la mise en œuvre de nouvelles stratégies. Pour permettre une reprise rapide, il est donc indispensable qu'il collabore étroitement avec les secteurs relevant de l'État. Le gouvernement en place est ainsi amené à mobiliser tous les moyens possibles, voire à aller au-delà de ce qui est habituellement réalisable lorsqu'il s'agit de redresser l'économie du pays. L'ouverture à tous les secteurs signifie aussi la recherche de tous les voies commerciales possibles et le renforcement de la coopération avec les marchés, en particulier ceux au niveau international. Là encore, le secteur privé demeure l'acteur clé pour y parvenir. Le dialogue pour la relance économique ne s'est pas tenu uniquement dans la capitale, il a été organisé dans plusieurs régions de Madagascar, mis en œuvre par le ministère de l'économie et des finances, en collaboration avec les acteurs du secteur privé regroupés au sein des différents groupements d'entreprises privées. Persévérance et croissance. Tel est le thème choisi par Asentan pour célébrer le Nouvel An malagasy cette année. Selon les explications, ce thème renferme plusieurs significations et vise également à porter les objectifs communs de cette célébration. La célébration organisée par Asentan se déroulera sur 3 jours, les 18, 19 et 20 mars. Chaque journée aura sa particularité, mais le 19 mars correspondra au véritable Nouvel An. Le 19 mars, qui constitue le cœur de la célébration, sera consacré notamment aux rituels traditionnels, aux bénédictions et surtout au repas traditionnel appelé Anpitulu. La 3e journée, quant à elle, sera largement consacrée à des expositions et à des séances d'enseignement destinées à faire découvrir les traditions au grand public. Selon les organisateurs, ces actions visent à combler le manque d'informations sur les traditions malagasy et à susciter l'intérêt des citoyens malagasy pour leur culture et leurs coutumes. Le Nouvel An malagasy est également présenté comme un moment de réconciliation et de rapprochement, ont réaffirmé les défenseurs des traditions. Pour commencer, le Tsena Benfisantan qui a débuté hier se poursuit jusqu'à demain au jardin d'Antanaren. Les visiteurs pourront y découvrir de nombreuses informations et offres liées au tourisme à Madagascar. Pour les amateurs de basket, le tournoi Smachin, une compétition inter-institut, fait son retour. Il se déroulera à partir de demain jusqu'au 22 mars sur le terrain du Palais des Sports de Mamassen. Côté spectacle, demain, Di Anjiambel se produira au Far West à partir de 19h. Le groupe Miartanz proposera également un concert unplugged au Totem Lounge à Batnakang. Et pour dimanche, Sulu Anjana Sulu et Fans Anjamanaten seront en concert à La City Ivange à partir de 16h avec 2 voix renommées que l'on n'a pas entendues depuis un moment. Enfin, le groupe Kambana Metal montera sur scène pour présenter un rock acoustique au Garage Musique au 67 hectares sud, à Rébus 133.